Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'émission Le Scanner, l'émission du DOC, votre journal d'investigation sur Montpellier et sa région. Cette semaine, nous recevons deux avocats qui n'étaient pas forcément prêts à se rejoindre sur le papier. Je parle de maître David Mendel, pénaliste et ancien candidat UMP au cantonal de 2011, et maître Sophie Mazas, plutôt habituée dans sa jeunesse à occuper les amphithéâtres de la fac de droit. Cette semaine, nous allons évoquer la réduction des libertés publiques et, il faut le dire, peut-être à cause d'Emmanuel Macron, ils peuvent se rejoindre aujourd'hui. Bonjour. 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 Alors, jeudi 3 octobre dernier, Camille Allu, étudiante en fac de droit et membre active de la LDH à Montpellier, a été relaxée alors qu'elle était jugée pour entrave à la circulation. N'est-ce pas une forme de désaveu assez terrible pour le parquet et le commandement de la police à Montpellier ? Alors, effectivement, le magistrat, selon la motivation qu'il a détaillée à l'audience, a bien indiqué que selon lui, il y avait finalement un ciblage de cette membre de la Ligue des droits de l'homme, qui est membre de l'Observatoire des libertés publiques, et que la police avait cherché à trouver une infraction à lui reprocher et non pas un raisonnement inverse. Donc ça a été détaillé effectivement par le président lors de l'audience de délibéré, ce qui est assez rare. Effectivement, c'est un désaveu, mais pour nous, au niveau de... Donc là, je parle en tant que présidente de la Fédération de l'Héros de la Ligue des droits de l'homme. Nous le voyons plutôt comme, finalement, la mise en place ou la reconnaissance d'un statut d'observateur également. C'est-à-dire que les citoyens qui observent les pratiques policières, et notamment pour s'assurer qu'il n'y a pas de violence policière, et donc qui font cette observation, sont dits observateurs. Et il y a au niveau international la commission de Venise qui liste un petit peu quels sont ces observateurs, quel est ce statut, qui liste aussi en droit international, il y a une liste en fait des entraves à ces observateurs, et notamment des États qui mettent des entraves judiciaires et qui font des poursuites judiciaires contre ces observateurs. Jusqu'à présent, en France, on n'avait pas eu besoin de statut d'observateur puisqu'on n'avait pas eu de problème à ce niveau-là de violation des libertés publiques. Mais là, on voit bien que cette observatrice a été ciblée pour l'observation qu'elle fait des pratiques policières. Elle a dénoncé de multiples violences policières, elle a fait de multiples saisines IGPN, elle a attesté dans le dossier qui allait au Conseil d'État sur le LBD 40. Et donc on voit bien qu'elle était ciblée. Et finalement, le fait que le juge judiciaire, qui fait partie des contre-pouvoirs dans le cadre de la théorie de la séparation des pouvoirs, lui reconnaissent ce rôle d'observation de la police et finalement la relaxe parce qu'il constate que la police a essayé de l'entraver dans son rôle d'observation, c'est extrêmement important. Mais est-ce que le législateur a réellement intérêt à statuer sur ce rôle d'observateur ? Alors moi, en étant d'éducation plutôt libérale, je pense que moins il y a de lois, mieux ça vaut. Il n'y a pas besoin de légiférer, les textes existants en toute matière étaient déjà bien suffisants. Moi, je ne connais pas du tout cette affaire, puisque je ne l'ai pas plaidé, je n'ai pas assisté aux plaidoiries et j'ai encore moins assisté aux délibérés, je n'en connais que ce que la presse a rapporté. Je pense simplement qu'on ne peut pas parler toujours de désaveu chaque fois qu'il y a une relaxe ou quelque chose comme ça. Le juge judiciaire, oui, dans le cadre de la Constitution, il est protecteur des libertés publiques et il a fait son travail, je pense son travail de juriste. 1, est-ce que la procédure a été respectée ? 2, est-ce que l'infraction était constituée ? Il a répondu que non. Donc si l'infraction était non constituée, ça signifie que ce que cette jeune femme avait pu faire n'était pas pénalement répréhensible. Voilà. Moi, je suis assez rassuré de manière générale depuis janvier, parce que ça s'est durci surtout en janvier, la politique de poursuite dans les manifestations Gilets jaunes. Le juge judiciaire fait tout à fait son travail de juriste en observant la procédure et la constitution ou non des faits. Voilà. Je me permettrais de dire, parce que la question c'est est-ce qu'il fallait que le législateur intervienne ? Moi je suis assez d'accord avec mon confrère, à savoir que là, l'intérêt, c'est que c'est le juge judiciaire qui fait son travail, qui est garant des libertés individuelles. Si le législateur, prenait cette décision, essayait de légiférer pour encadrer, ce serait extrêmement complexe. Par ailleurs, au regard de l'analyse que nous avons, nous, en ce moment, c'est que l'exécutif commence à prendre vraiment beaucoup de place.
le législatif ne joue pas trop son rôle de pouvoir constituer et de contre-pouvoir par rapport au pouvoir exécutif. En tout cas, on trouve quand même que le pouvoir législatif suit beaucoup le pouvoir exécutif. On le voit dans les propositions de loi et les projets de loi, c'est-à-dire qu'il y a vraiment plus une impulsion de l'exécutif et finalement le législatif suit. Du coup, c'est vrai que pour nous, le fait que ce soit le juge judiciaire qui joue pleinement son rôle, c'est extrêmement important. On le voit effectivement depuis le début des Gilets jaunes. Il faut que le juge judiciaire ait pleinement son espace. Et là, sur cette décision-là, sur cette relaxe, il a pleinement joué son rôle et c'était très important pour nous. Alors, dans ce mouvement des Gilets jaunes, on a vu parfois des procédures un peu absurdes, enfin, qui pouvaient interpeller, des poursuites aussi un petit peu dans le même registre qui pouvaient questionner. Est-ce qu'on n'a pas ouvert une boîte de Pandore finalement sur le traitement judiciaire? Je pense que on a eu des lois de circonstances, ça on le sait tous, à la fin de l'hiver de cette année. Moi, je ne sais pas si les policiers ou les juges judiciaires ont fait leur travail. J'ai la conviction que oui, chacun fait son travail comme il peut. Celui qui n'a pas fait son travail, c'est le Conseil constitutionnel. Moi, je suis très choqué de l'attitude du Conseil constitutionnel depuis plusieurs mois. Je n'aurais pas cru que ces lois qui permettent maintenant une participation à un groupement, enfin une nouvelle version, puissent passer comme ça sans être censurées. Et ça, je trouve ça très inquiétant dans un cadre plus général. J'ai quand même le sentiment que dans son rôle qu'on connaît depuis des décennies, puisque dès 71, je parle de Mathusalem, mais il y avait la création d'un bloc constitutionnel, un certain regard sur certaines lois de sécurité. Eh bien, là, on a vraiment l'impression qu'ils ont levé le pied sur la pédale et qu'ils regardent un peu ailleurs. Et ça m'inquiète plus. Voilà. Le reste, que le Parlement soit un Parlement un peu de godillot, il y a toujours une majorité. Quand le quinquennat a été voté, moi, j'ai mon titre très personnel, j'avais pas voté favorablement au quinquennat parce que je savais que ça allait créer un régime totalement présidentiel, c'est-à-dire à la botte, le Parlement étant élu, enfin l'Assemblée nationale étant élue dans la foulée du président de la République. On est sur des parlements qui sont les uns derrière les autres, des législatures qui sont à la botte de l'exécutif systématiquement. Alors, justement, sur ce qui a été posé comme question, nous, l'impression qu'on a quand même, c'est que le mouvement social n'a pas été entendu par le gouvernement d'un point de vue politique et qu'il y a donc une instrumentalisation et de la police et de la justice dans la répression de ce mouvement. Pourquoi ? Il y a un réflexe de corps, c'est normal, la police est un corps assez soudé. On les pousse à bout, c'est-à-dire qu'ils ont des conditions de travail extrêmes, et on leur demande de réprimer un mouvement social. Et c'est un peu comme dans l'expérience qui donnait lieu au film Z, me semble-t-il, c'est-à-dire qu'on les laisse faire, c'est-à-dire qu'on voit des violences policières extrêmes, et il n'y a aucune sanction de la hiérarchie. C'est-à-dire que l'IGPN est saisi, il n'y a rien qui est fait, on voit des images, et nous on a récolté des témoignages, et on voit des violences extrêmement fortes, et il n'y a aucun coup d'arrêt qui est mis par la hiérarchie. Ça c'est extrêmement grave, et du coup ça entraîne un phénomène qui est aussi très grave, c'est qu'une partie des gens se méfient de la police, parce qu'on voit bien que le cadre n'est pas respecté. Et d'un autre côté, la question de l'instrumentalisation de la justice, le syndicat des avocats de France au niveau national a dénoncé notamment des notes circulaires qui étaient données au parquet pour un traitement spécifique de la question des gilets jaunes, ce qui veut dire qu'on différencie le traitement judiciaire et on instrumentalise la justice. Derrière, on a pu voir malheureusement, et là je pense qu'il faut dire les choses, il faut nommer les choses par leur nom, il y a une différence de classe. Et il y a une différence de compréhension vraiment importante entre ce mouvement et les magistrats qui tentent de faire leur travail certainement de leur mieux, mais il y a une instrumentalisation de la justice et on voit, nous on a analysé les sanctions pénales qui étaient données, qui ont des quantums de peine extrêmement importants au regard de ce qu'on peut voir habituellement, et ça a été l'objet d'un des rapports que nous avons rendus. Donc il y a clairement, et c'est très dangereux pour notre démocratie, je pense, une instrumentalisation par le pouvoir exécutif de la police et du pouvoir judiciaire. Et il faut y faire extrêmement attention, même si je rejoins tout à fait ce que disait David Menel juste avant, à savoir que par rapport à la pyramide, on va dire, de Kelsen, c'est-à-dire au contrôle des normes et à leur application,
on pouvait s'attendre à ce que le Conseil constitutionnel, on va dire, invalide certaines dispositions, notamment sur les lois sur les attroupements, etc., parce que là, c'est particulièrement grave. Maître Mendel, vous l'avez évoqué sans la citer, il s'agit notamment de la loi anti-casseurs. Dans ce dispositif, est-ce que finalement la fiction Minority Report n'a pas rejoint la réalité avec ces nombreuses interpellations qu'on a vues à Montpellier comme ailleurs sur les fameuses interpellations en prévention de... Alors, si je réagis en pénaliste avec quelques cheveux gris, j'ai envie de dire que c'est un mouvement pénal général. En droit commun, il fallait au départ pour incriminer quelqu'un qu'il y ait une tentative, c'est-à-dire qu'il y ait un commencement d'exécution de l'infraction qui échoue par le fait d'une intervention extérieure à la volonté de l'acteur. On a ensuite créé l'association de malfaiteurs pour pouvoir prendre en amont un certain nombre de crimes qui se préparaient et qui étaient extrêmement graves. On ne pouvait pas attendre qu'on tente de les commettre. Puis donc, petit à petit, on avance dans le temps, on recule dans le temps, je ne sais pas, au moment non plus où l'infraction est commise, non plus où on pense que la personne va le commettre, mais où on soupçonne la personne de penser qu'elle va le commettre. Ce qui est un peu embêtant quand même, parce que effectivement, c'est transformer un peu le policier en... vous parlez de Minority Report, moi je suis plus sur des problèmes de télépathie ou des choses comme ça. C'est un peu il est entre le devin et le télépathe, le psychologue, je sais pas. C'est très particulier. Et je pense que les policiers, moi je vous le dis, c'est pas, je fais pas de la démagogie, ou c'est pas parce que j'espère que certains vont nous regarder, mais un policier, c'est la même chose que n'importe quel salarié. Ça a des difficultés, ça a une hiérarchie, ça a une notation, ça a un temps de travail qui depuis maintenant des années est complètement étendu dans le temps, avec une rémunération qui ne suit pas forcément derrière. Ça a des épuisements, ça a des problèmes évidents. Voilà, moi je pense pas qu'on puisse faire la révolution en disant police assassin. Voilà, je pense qu'on peut aussi dire police avec nous, en tout cas que quelquefois certains d'entre eux ont peut-être sinon de la sympathie pour certainement pas pour ceux qui cassent, hein, mais pour le mouvement, au moins n'aiment pas trop qu'on leur mette le nez dedans. Donc l'a documenté d'ailleurs au tout début du mouvement des Gilets jaunes, ce slogan « La police avec nous » était prononcé. Je sais pas. Moi, ce que je vois simplement, c'est que il est évident qu'on ne peut pas laisser des vitrines cassées, des voitures brûlées et que des provocateurs sont dans les cortèges, etc. Ça me paraît, c'est pas de la liberté d'expression, ça, c'est du délit. Et ça retourne en plus les gens contre le mouvement, à se demander d'ailleurs si on ne laisse pas faire par opportunisme. Mais je pense vraiment que les policiers, moi, ce dont j'ai été témoin, je ne peux pas rentrer dans le secret des gardes à vue ou dans les éléments, et pourtant, je ne pense pas que je laisse passer des choses en garde à vue. Je n'ai pas cette réputation-là, en tout cas j'ai mal pensé. On voit plus des policiers qui n'aiment pas être dans ces procédures-là, qui pensent que peut-être ils auraient autre chose à faire de leur samedi, qu'il y a peut-être des choses plus graves et plus importantes que ça. Et c'est vrai que ces interventions préventives, c'est hallucinant d'ailleurs, intervention préventive, nous apprend à la fac de droit, parce que tu n'as pas fait qu'occuper les amphis, tu les occupé aussi pour étudier, hein, je le sais. À la fac de droit, on fait la distinction entre police administrative, qui est préventive, et la police judiciaire, qui est pas, c'est pas le feuilleton, c'est une fois que l'infraction est commise. On transforme la police judiciaire en une police administrative. C'est terrifiant. C'est d'autant plus terrifiant que le juge judiciaire contrôle en fait la police judiciaire. En fait, il exerce un contrôle sur son activité, et que sur cette espèce de police administrative qui serait un peu de type Minority Report, on a effectivement un gros souci. Et nous, on le voit avec 3 membres de la LDH, dont un membre du comité central, qui ont été arrêtés au G7. Ils étaient là en observateur, floqués LDH, pour observer la manifestation. Et on leur dit, vous êtes en regroupement en vue de commettre une manifestation pour commettre des dégradations. Et on leur fait un rappel à la loi. Rappel à la loi qui est issu du parquet, donc ce n'est pas un juge indépendant qui le fait, et qui conduit à ce que les personnes soient fichées. Et donc on aboutit à un fichage pour préparation de manifestation en vue de commettre une dégradation pour des gens qui manifestement n'étaient pas là pour ça, puisque c'était pour observer. Donc on revient sur l'action de l'entrave aux observateurs, et contre lesquels il n'y a pas de recours. Parce que, et là ça commence, je veux dire, c'est encore plus délicat dans le sens où non seulement on est sur de la justice préventive
puisqu'il n'y a rien qui a été commis, mais en plus, on est sur du fichage généralisé, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui ont pris des rappels à la loi. Donc effectivement, ça pose quand même des grosses questions. Il y a autre chose que nous n'avons pas encore évoqué, ce sont ces nombreux photographes, amateurs ou professionnels, vidéastes amateurs ou professionnels, qui se font confisquer leur matériel, parfois même mis en garde à vue, puis relâchés par la suite. Maître David Manel, vous êtes aussi spécialiste du droit de la presse. Est-ce qu'il n'y a pas un décalage entre cette société du numérique, du live, et aujourd'hui le traitement sur ces rapporteurs du terrain, qu'ils soient amateurs ou professionnels, encore une fois? Là, on en revient toujours au même problème. Alors, il n'y a pas de spécialisation en droit de la presse, en droit français, malheureusement. Donc, je le pratique, mais je ne peux pas dire que je sois titulaire d'une spécialisation. Je le redis, la loi, même ancienne de 1881, elle suffit à beaucoup de choses. Elle s'est même adaptée à l'informatique, elle s'est adaptée à beaucoup de choses. En face, c'est vrai qu'il y a un phénomène nouveau aussi, c'est que tout le monde se prend pour un journaliste, et que d'ailleurs, on encourage les gens à se prendre pour des journalistes, alors de manière tout à fait anecdotique. Quand vous avez sur LCI, entre deux pubs, on vous dit, voilà, si vous êtes témoin d'un événement, filmez-le, on va transformer Madame Michu en journaliste. Voilà, elle n'aura pas le recul, l'élément, elle n'aura pas la formation. Voilà, ça c'est un problème. C'est un problème généralisé. Après, et c'est là la difficulté, qui est un journaliste, qui lance une alerte, et qui est un emmerdeur, je sais pas. Alors, un journaliste, par définition, est là pour guillonner et aller chercher. Je préfère ce journalisme-là au journalisme Godillot. Mais le fait d'aller filmer une interpellation, ça met quoi? Ça met la pression sur le policier en disant, voilà, on va bien regarder si t'as bien mis les menottes, etc. Il faut être un peu réaliste. Filmer sans ce travail-là, il n'y aurait pas eu, excusez-moi de vous couper, filmer quand il y a filmer quand il y a des éléments de ces images qui sont tous choqués, même moi ça m'a choqué, je veux dire, manque la jolie, ces gamins les mains sur la tête, là, je crois que c'était en décembre dernier, ça peut pas être possible, c'est pas imaginable. C'est normal qu'il y ait des gens qui réagissent, mais je me mets toujours dans cette situation entre le droit évident de filmer quelque chose et ceux qui viennent, tu le disais Sophie, il y a des gens qui viennent provoquer, emmerder. Moi, j'ai pas dit, non mais, tu l'as pas dit comme ça, mais il y a un moment, il faut se mettre dans la tête des policiers qui font leur métier, qui ont des instructions et qui font ce qu'ils peuvent. Voilà. Après, il vaut mieux. Je vais citer du Sarkozy, c'est très, très, très amusant. C'était le courrier qu'il avait envoyé au procès des caricatures de Charlie. Il avait dit, il vaut mieux annexer de liberté à une absence de liberté. Donc il vaut mieux annexer de gens en train de filmer à une absence de gens en train de filmer. Voilà. Je dirais quand même, nous, on a sorti un de nos rapports, le 3e, sur la question de la violence sur les journalistes et sur la presse et notamment les photographes. Ce qui se passe dans le mouvement social actuel, c'est que la presse classique, traditionnelle, ne va plus dans les manifestations, notamment parce qu'ils se font gazer. Il y a eu des gens qui ont été quand même assez marrants là-dessus, qui se font matraquer comme les autres, et que nous, ce qu'on constate, c'est que la presse s'appuie notamment sur nos rapports d'observation, parce qu'eux-mêmes ne vont plus dans ces lieux, parce que finalement, c'est devenu extrêmement dangereux. Et je relève aussi que nous, on se rapporte toujours à la Déclaration des droits de l'homme. La police est nécessaire pour défendre nos libertés démocratiques, mais l'administration doit rendre compte de son action. Et il est tout à fait normal qu'il y ait de l'observation. Et si on est des emmerdeurs, mais que ça sert à garantir les droits et à observer et participe de la liberté d'expression, on le fait et on continuera à le faire parce que c'est particulièrement important. Notamment, on a pu ainsi, c'est aussi parce qu'on a ces observateurs qu'on a pu voir que la personne qui faisait un tir de LBD 40 sur Axel, sur une des premières manifestations du mois de février, Axel qui a pris LBD 40 en plein dans le front avec une cicatrice énorme, des douleurs, qui ne dort plus, je veux dire qu'il y a tous les troubles psychologiques de quelqu'un qui a pris un LBD 40, ce jeune homme était en train de manifester pacifiquement dans une foule pacifique et il s'est fait tirer dessus par un policier qui était, semble-t-il, de la BAC, qu'on a identifié parce qu'on fait de l'observation. Et c'est important, l'IGPN est saisi, il n'y a toujours rien dans ce dossier. Si on ne fait pas cette observation, il n'y a rien qui est fait. Et on a pu observer qu'effectivement, la presse
fait l'objet de saisie de son matériel, de saisie des appareils photographiques, de destruction des photos qui ont été prises. Et ça, c'est particulièrement grave parce que même si la police est sous tension, même si c'est compliqué, même si leurs conditions de travail se dégradent, il faut respecter la liberté de la presse. Et c'est pour ça que notre analyse, c'est de renvoyer à un moment donné à une responsabilité politique. On ne peut pas faire payer à la police, avec tous les dysfonctionnements qu'elle a, l'absence à un moment donné de contrôle politique. Et le fait que cette répression, y compris sur la presse, elle est d'une responsabilité politique. C'est pas aux fonctionnaires policiers de payer le prix, finalement, de ce qu'on lui donne l'ordre d'aller réprimer un mouvement social en utilisant peu ou prou tous les moyens, tels que l'a dit à un moment donné le ministre de l'Intérieur. Je veux dire, baissez les têtes, on va tirer dans vos têtes. Enfin, je veux dire, c'est quand même incroyable comme le ministre de l'Intérieur dit ça. On n'est plus un truc incroyable de sa part. C'est ça. Parce que là, Pour terminer un peu cet entretien, il s'agirait un peu d'élargir de manière plus globale, au-delà du mouvement de contestation des Gilets jaunes. Le président de la République, Emmanuel Macron, a dit cette phrase pendant l'affaire Benalla. « Les journalistes ne cherchent plus la vérité ». Est-ce que finalement, ce mouvement n'est pas plus global ? Je pense à la loi sur les fake news, à la loi sur le secret des affaires, à la tentative de perquisition des bureaux de Mediapart, à ces journalistes qui sont convoqués par la DGSI, etc., etc. Est-ce que non seulement c'est pas inquiétant pour la profession du journalisme, mais au-delà pour la démocratie ? Autre convention internationale, moi je reste très attaché à l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et à la jurisprudence de la Cour européenne qui dit que le journaliste est un chien de garde de la démocratie. Donc ça c'est une formule type, mais c'est extrêmement important. Alors qu'est-ce qu'on fait avec un chien quand il devient trop... Que font les cambrioleurs finalement ? Ils gazent le chien ou ils le musellent, certains le tuent. Bon, là on ne tue pas le journaliste, en tout cas en France. Ce que j'observe, c'est qu'effectivement, il y a un mouvement de muselage de la presse, mais qui va... Moi, peut-être j'élargis trop, là. Pour moi, il y a 3 grandes lois qui tiennent le système républicain. C'est 1881, la liberté de la presse. 1905, la séparation des églises et de l'État. Et j'ai oublié entre les deux, 1901, la liberté d'association. Ces 3 lois, depuis 2-3 ans, sont, d'une manière ou d'une autre, attaqués par-ci, attaqués par-là. Alors des fois, ils tentent leur chance, vous savez, comme un requin qui tourne et puis il fait demi-tour parce qu'il voit qu'il ne va pas avoir sa possibilité. Ils ont essayé, de temps en temps, ils le disent, on va modifier la loi de 1880, et puis ils font demi-tour. Ils attendent que les gens passent à autre chose. Moi, et puis, je le redis, avec un conseil constitutionnel qui a la jurisprudence qu'il a actuellement, ou en tout cas l'attitude qu'il a actuellement, je reste très inquiet. Alors, c'est pas nouveau non plus les perquisitions, ou les tentatives de perquisition. Il y en a eu il y a plusieurs décennies déjà à Midi Libre, il y en a eu aussi au Canard, de mémoire comme ça. Oui. Bon. Ce qui est un peu inquiétant, c'est qu'on a beau coucher sur le papier des grands principes. Il y a la loi du 4 janvier 2010 de mémoire qui protège le secret des sources. On ne peut pas demander à un journaliste ses sources. On ne peut pas non plus le poursuivre quand il produit quelque chose. Mais on a l'impression qu'ils ne connaissent pas ces lois-là. Il y a effectivement des demandes qui sont faites, qu'on essaye de passer par-dessus ces textes, qu'on fait semblant de ne pas les connaître, et ça, c'est inquiétant. Je dirais que ces grandes libertés, en fait, dont tu as parlé, il faut les faire vivre. Et pour les faire vivre, en fait, il faut que les gens s'engagent un petit peu, 15 minutes par jour, à s'intéresser à ce qui se passe autour de nous, c'est très important. Si on s'y intéresse par le biais d'un organe de presse, voire même, je veux dire quelque chose par deux organes de presse et essayer de se faire son propre point de vue, ce serait déjà très important. Et peut-être qu'avec ce qui se passe en ce moment, et ces mouvements sociaux, parce qu'il y a eu les lycéens aussi qui se sont fait taser aussi, etc. Enfin, voilà, peut-être que par le biais de ces mouvements sociaux, on se rend compte à nouveau de l'importance en fait de la liberté d'expression, de la liberté de la presse, de la liberté d'association, et que finalement ça va nous permettre de refaire vivre en fait ces grands principes. En tout cas, nous, au niveau de la Ligue des droits de l'homme, c'est ce qu'on attend et c'est à ça qu'on appelle. L'organe de presse, je suis d'accord, après sur le doc quand même. Exactement. Et merci beaucoup à tous les deux. On se retrouve la semaine prochaine et puis tous les jours sur le doc, un média libre et indépendant, une forme de chien mais qui mord à juste titre pour l'intérêt public et local.